En 1703, au bord de la mer Baltique, on voit la naissance de Saint-Pétersbourg. Les premières constructions de la ville étaient une citadelle militaire, la forteresse Pierre et Paul, un chantier naval, l'Amirauté, un jardin, le jardin d'été. Et c'est bien symbolique. La Russie sortait du Moyen-Âge. Pierre le Grand voulait éliminer l'arriéré de son pays dans les domaines militaires, technologiques et culturels. Le pragmatisme du tsar russe répondait au principe d'utilité. Le jardin, comme un espace public, sert à rendre familier les civilisations européennes aux Russes, la mythologie, la philosophie et l'histoire. Dans le cadre de ce projet idéologique, en 1704, on commence l'aménagement du jardin d'été et en 1705, on imprime en Hollande un des premiers livres en russe, les symboles et les emblèmes. Pierre le Grand avait peuplé son jardin de 250 statues illustrant l'histoire antique, les fables d'Ésope et les allégories. Les allées d'arbres taillés, ornées de ces marbres du travail italien, étaient les galeries vertes. Les petites places palissées étaient les salles de son académie en plein air. Une solution extraordinaire. Dans son jardin, Pierre le Grand implantait des valeurs pan-européennes dans la mentalité russe, ce qui était indispensable pour intégrer la Russie dans le monde occidental. Le tsar russe gardait une énorme collection des plantes des jardins de l'Europe. Le parc régulier à la française, proposé par le Blond, disciple de Le Nôtre, était parfait, trop parfait. Pierre le Grand avait préféré le jardin baroque hollandais, amusant et éducatif à la fois. À l'Ermitage se trouve le plan du jardin d'été dessiné par le tsar dans les traditions hollandaises. Le jardin n'est pas trop grand, 11 hectares seulement. Le palais est prévu à l'écart et pas au centre. Les parterres de fleurs et les jets d'eau sont pas trop symétriques. Pierre le Grand donnait de nombreuses indications relatives au décor, à l'installation des statues, pavillons, fontaines. Ce jardin doit son nom, le jardin d'été, aux fleurs d'été plantées chaque année ici par l'ordre du tsar. Le palais d'été, réalisé par Trésigny entre 1711 et 1714, frappe par ses dimensions modestes. C'est une ravissante demeure familiale. Toutes les réceptions se passent dans le jardin. Une des innovations occidentales de Pierre le Grand était les assemblées, la réception informelle avec les danses. Ce genre du passe-temps apprenait aux Russes le modèle esthétique européen et les bonnes manières. Un vrai manuel de l'étiquette, le net miroir de la jeunesse composé par le tsar, précisait certaines règles obligatoires à la cour. Un noble ne doit pas se lécher les doigts, ranger les os, se gratter, etc. Aux assemblées du jardin d'été, il fallait respecter le code vestimentaire. Pas de barbe et de tenue grise. L'habit européen est obligatoire. De plus en plus, les Russes prenaient le goût à ces innovations, de bonne volonté ou de peur de la punition, par le coup de grands d'aigles, 1,5 litre de la vodka à boire d'un seul coup. Après la rénovation en 2012, l'atmosphère pétrovienne du début du XVIIIe siècle, on ressent dans le jardin d'été encore plus qu'avant. Le monument au fabuliste russe Ivan Krylov, l'œuvre de Claude, continue les traditions de Pierre le Grand, qui avait commandé la traduction en russe des fables d'Ésope. Les personnages de ces fables, vous voyez sur le socle. La maisonnette du café, construite en 1826 par Rossi, nous rappelle que cette boisson popularisée par Pierre le Grand était toujours servie aux assemblées.
On sort du jardin. La grille en fer forgé, côté Neva, l'œuvre de Feltin, rythmée par 36 colonnes de granit rose, laisse l'impression d'une harmonie, légèreté et simplicité remarquables. Par les mêmes paroles, on peut décrire l'ambiance du jardin d'été, le premier jardin de Saint-Pétersbourg.